dans l'histoire de toutes les traversées océaniques, il y a à peu près 800 traversées en bateau d'aviron, dont 230 en solitaire. En kayak, il y avait que 5 personnes qui l'avaient fait. Et la raison, en fait, c'est simplement que le bateau est beaucoup plus petit, il est moins efficace parce qu'on utilise une pagaie double et pas les jambes, le cockpit est plus petit, la cabine est plus petite. Et donc je m'étais dit, est-ce que ce serait possible de fabriquer un kayak avec toutes les connaissances que j'ai et pour pouvoir traverser, l'océan juste à côté de chez moi, de Californie, jusqu'à Hawaï, que j'avais déjà fait en bateau à rame. Je connais cet océan, je connais, si je peux fabriquer un bateau, je vais essayer de le faire. Bonjour et bienvenue sur Storylifique, le podcast 100% outdoor. Je suis Anne B et je te propose de découvrir avec moi des explorateurs, aventuriers, sportifs de haut niveau et autres dévoreurs de vie qui vont te parler de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Et sache que simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation car ici on ambitionne de planter des arbres avec les oreilles. Toutes les explications sont sur storylifique.com, alors n'hésite pas à partager ce podcast et d'avance je te dis merci. À 46 ans, le Lillois devenu californien Cyril Desremeaux vient de traverser l'Atlantique en kayak. Amoureux des aventures extrêmes, mais surtout, ne lui demandez pas pourquoi, il est parti d'El Hierro, aux Canaries, le 23 décembre 2024 et est arrivé le 4 mars 2025 en Martinique. C'est l'enregistrement live que nous avons fait le 2 avril que je vous propose ici en podcast. J'y ai inséré quelques passages du blog qu'il a tenu tout au long de cette traversée et que je vous recommande pour vous emmener en immersion dans cette navigation atypique. Avant d'attaquer l'épisode, un détour par nos partenaires. 2 messages express mais essentiels car sans eux, cette aventure n'existerait pas. Le local, ça vous parle ? Les particuliers et les PME sont ceux qui font vivre la partie la plus importante de notre économie, l'économie locale et de proximité. La banque CPH le sait, c'est leur ADN. Sa raison d'être, c'est l'écoute des projets des entrepreneurs et des familles pour contribuer à leur réussite et avancer ensemble. CPH, une banque à taille humaine et engagée. C'est pour cela que je suis si honorée de leur soutien à ce podcast. Banque CPH, réussir ensemble. Le credo de mon partenaire AS Adventure me parle beaucoup. L'aventure n'est ni une destination, ni une question de difficulté, mais un état d'esprit. Et c'est cet esprit qui anime leurs équipes de passionnés vraiment sympas, toujours prêts à vous conseiller en magasin ou sur asadventure.com pour vous aider à concrétiser votre aventure. AS Adventure, adventure is everywhere. Bonjour Cyril, on va être live aujourd'hui, je vais donc commencer à te présenter et puis tu combleras les trous si je me suis affreusement trompée. Donc aujourd'hui je vous emmène à la rencontre d'un homme dont l'étoile polaire, le nord magnétique de la boussole est l'aventure grand format. Cyril Desremeaux, c'est l'histoire d'un Français devenu citoyen du monde qui a troqué les sentiers battus pour le bleu des flots. Aventurier insatiable, il détient non pas un mais 2 records du monde en kayak océanique. Imaginez plutôt, en 2022, il a traversé le Pacifique en solitaire de Monterey en Californie à Hawaï, sans assistance. Ça fait une bagatelle de 2400 miles marins, ce qui sonne très bien en kilomètres puisque c'est 4444, pendant 91 jours. Puis il vient de remettre ça sur l'Atlantique avec 71 jours. Donc tu viens d'arriver ici en mars 2025. Donc c'est 2 défis donc de belle envergure, on peut le dire. 100% à la force des bras et du mental. Ce doublé est d'ailleurs une première mondiale. Cyril, ce n'est pas juste un sportif hors norme, non, c'est aussi et peut-être même avant tout un explorateur dans l'âme. De son tour du monde en sac à dos à ses exploits en haute mer, il nous prouve que les rêveurs ont droit de citer et que peu de choses sont impossibles quand on suit sa petite voix. Et aujourd'hui donc, il va faire quelque chose qu'il adore, il va partager avec nous son expérience pour nous inviter à vivre sans plus attendre ce qui nous fait vibrer. Bonjour Cyril. Bonjour, merci d'être là. Ben, je t'en prie, est-ce que c'est bien résumé? Est-ce que j'ai... Ah, c'est parfait. Ouais, génial. J'ai l'impression que c'est encore mieux que ma vraie vie. Mais c'est pas... tout est vrai, hein, je n'ai rien inventé. Voilà. Donc, tu peux nous dire où tu es en ce moment? Là, je suis à côté de San Francisco, juste au nord du Golden Gate, une petite ville qui s'appelle Sausalito. Et donc, ça fait 15 ans que j'habite en Californie. Donc, il est 8h30 du matin.
Oui, c'est ce que j'allais te demander. Quelle heure est-il chez toi? Je me suis dit, comme le changement d'heure ici est récent, je me dis, est-ce qu'on va pas se louper? Ouais, j'ai failli. c'est ça. Ah bah voilà, tu vois. Alors, tu parles 6 langues. Est-ce qu'il y a des mots que tu préfères dans une langue, car ils expriment mieux ta pensée? Est-ce que tu as parfois du mal à traduire? Parce qu'avec 6 langues, on commence à avoir le choix, hein. Ouais, en fait, non, en fait, je suis vraiment caméléon. À chaque fois que je vais dans un pays, j'ai vraiment plaisir à m'imbiber de la culture locale. Donc, quand j'ai habité en Argentine, c'était plutôt avec l'espagnol, l'accent argentin. Quand j'ai habité à Madrid, c'était plutôt l'espagnol. Et en fait, pareil en Italie, pareil en Angleterre, pareil au Brésil, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai appris les langues au fur et à mesure, quoi. J'ai commencé tard, mais après, bon, je dois avoir peut-être un talent pour l'oreille, pour écouter les différences culturelles, mais je crois qu'il y a du bon dans tout, hein. Après, tu vois, j'aime bien la musique country parce que j'ai déjà habité en Arkansas. Après, j'aime bien la sevillanas parce que j'ai beaucoup aimé le sud de l'Espagne, et puis tout ça. En fait, c'est pour ça qu'en fait, quand tu m'as introduit comme citoyen du monde, je m'identifie vraiment à mon tour du monde où j'ai fait 1 an, 26 pays. C'était ça, quoi, la révélation. C'était, j'adore le monde entier, quoi. Ben oui, pourquoi choisir quand on peut tout avoir? Super. Donc, il y a pas un petit mot comme ça que t'aimes bien? Mais je sais bien qu'avec mon mari, on parle entre l'anglais, le français, parfois l'allemand, et parfois il y a un mot qui est tellement mieux dans l'autre langue, tu vois. Oh, à brûle-pourpoint, comme ça, j'aurais pu te faire préparer. C'était ouais, non, là, il y a rien qui mais ça t'arrive aussi comme ça de switcher en disant non, mais ça, dans cette ah, ouais, tout le temps, hein, tout le temps. Ouais. Après, moi, j'ai des copains ici qui sont brésiliens, on parle toujours portugais, et puis après, je switch tout le temps. Donc, c'est un peu le micmac dans la tête. J'essaie de pas trop faire d'anglicisme, par exemple, là, maintenant, mais tu vois, après 15 ans, c'est dur de trouver les mots, quoi. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai, je te dis, chez nous à la maison, c'est les 2 langues aussi, donc moi, en tout cas, je te pardonnerai. Les francophiles purs de dur, peut-être pas, mais moi, ça va. Alors, justement, t'en as déjà parlé, une aventure, 25 ans, sac à dos, tour du monde. Ça a commencé comment, cette envie-là? Bah, écoute, en fait, moi, j'ai eu une école de commerce, j'ai fait 5 ans en école de commerce, et puis je sortais de l'école, et à l'époque, moi, je suis né en 76, je devais faire le service militaire, d'accord? À l'époque, j'avais 5 ans. Et donc, j'ai décidé de le faire en entreprise. C'était le CSNE à l'époque. Donc, je suis parti à Milan pendant 1 an et demi. Je travaillais chez Peugeot. Mais après, je voulais pas tout de suite travailler. Et mon copain qui habitait juste à côté de moi, là, mon voisin, c'était un rêveur. Il voulait faire le tour du monde. Et puis, on a commencé à parler, pourquoi on partirait pas? Alors que tout le monde commençait à travailler. Allez, il faut travailler dans les banques, etc. Moi, mon rêve, c'était de partir pendant 1 an en sachant que j'avais pas beaucoup d'argent, mais que j'avais le temps et que dans 10 ans ou 15 ans après, j'aurais de l'argent, mais j'aurais plus le temps. Et donc, c'était vraiment cette envie de dire, c'est ça que j'ai envie de faire ça maintenant. Allez, let's go. Alors, je l'ai fait pour 7 000 €. T'imagines un an de tour du monde, billet d'avion inclus. Et, c'était le rêve. Ah bah oui, carrément. Et depuis, ça, bah voilà, le virus s'était pris, ça t'as eu du mal à arrêter de rêver. Donc, oui, c'est un peu la... En fait, c'était crucial. C'était une époque où je me suis dit, en fait, la vie, c'est ça, c'est suivre ses envies, tout ce qui vous excite, plus que autre chose, d'accord? Plus que l'argent, plus que ce que la société nous dit de faire. C'est vraiment, je suis attiré par ça. Allez, let's go. Le vin californien, en fait, c'est un peu la route des vins après qui t'a fait voyager. Donc, en bon français, ça sonne vraiment comme une histoire très franco-française, cette histoire de vin. Sauf, bon, tu nous as un peu trahi pour le vin californien. Mais, tout va bien, c'est pardonnable. Mais je pensais, toi, c'est un peu la route des vins. Rémi Camus, que tu connais sans doute, lui, c'était maître d'hôtel à la base, etc. Je me dis, il faudra que vous montiez un resto pour aventuriers, quand vous prendrez votre retraite, si vous la prenez jamais. On a déjà un sommelier et un maître d'eau. C'est parfait. En fait, ce que je voulais, c'est qu'en rentrant de mon voyage, je voulais faire un produit qualitatif. Voilà, donc je voulais, soit ça aurait pu être du fromage, ça aurait pu être du café, ça aurait pu être de l'huile d'olive, ça aurait pu être du saucisson, tout ça. Puis le vin m'intéressait énormément. Moi, étant de Lille, c'était un peu dur, à vrai dire, de percer dans le vin en France. Donc, j'ai réussi à trouver un boulot. C'est comme ça que j'ai déménagé en Argentine pour monter la filiale d'une tonnellerie. Une tonnellerie qui est en fait du chêne français, qui permet de bien vieillir les vins. Et donc, j'importais les barriques de chêne français en Argentine. Et c'est comme ça que j'ai mis le pied dans le vin. Après, à l'Argentine, je suis allé aux États-Unis et de fil en aiguille, je me suis occupé d'une filiale qui faisait du consulting dans l'œnologie. Donc, moi, j'étais pas encore expert dans le vin, mais j'avais des experts œnologues avec qui on tournait dans toutes les caves. Et puis le boulot, c'était de déguster des vins et essayer de les améliorer pour les œnologues. Tu vois, il y a pire. Hein. Il y a pire. On est bien d'accord, oui. Et alors tout ça t'a amené en galère, enfin plutôt en pirogue. Comment en es-tu arrivé à la pirogue
polynésienne. Bah écoute, ça c'est pareil, hein, c'est un peu le hasard et puis suivre son instinct de ce qu'on a envie de faire, quoi. Ah, jusqu'alors, mon sport c'était le foot. T'imagines, j'ai habité en Argentine, au Brésil, en Italie, en Angleterre, c'est le foot tout le temps. Mon tour du monde, allez, j'étais au Cambodge, un petit ballon de foot, on jouait avec les copains locaux, tu vois. Ah mais ça c'est génial. Moi aussi, je me souviens d'un petit village au Tchad et t'as un ballon de foot, il y a plus besoin de langage, quoi. Ça y est, tu fais partie de l'équipe. C'est le cas de le dire. Ouais. Et quand je suis arrivé aux États-Unis, il y a un copain qui m'a dit tiens, j'ai fait la pirogue polynésienne. Alors je sais même pas ce que c'était. Bon, c'est une barque un peu en longueur, il y a 6 personnes dedans avec un flotteur sur le côté. Je dis bah OK, let's go. Alors j'y suis allé 1 fois, 2 fois, j'ai adoré. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à faire ça de plus en plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'avais jamais fait de kayak ou de canoë dans ce cas-ci avant mes 32 ans. Donc j'ai commencé très tard. Ouais. Tu vois. Et puis après, des courses de plus en plus longues, elle est 50 km, 200 km, 800 km. Et je me suis découvert simplement un goût pour tout ce qui était de plus en plus ultra-endurance, donc plus long. Où en fait, c'est pas seulement la musculature qui est le plus important, mais c'est aussi la perspective mentale, c'est aussi la gestion des efforts, la gestion de la nutrition, etc. Choisir les bons éléments, voilà. Et donc de fil en aiguille, tout simplement, je suis arrivé à ça, quoi. Et donc, un petit flashback sur le Great Pacific Race en 2016. Là, c'était 2400 miles à 4, je crois, sans assistance. C'est ça? Ouais, oui, c'est ça. Alors, en fait, j'avais jamais fait d'aviron. Ouais. Alors, c'est ça qui est un truc exceptionnel en ce pays, enfin, surtout en Californie, où en fait, t'as une espèce d'énergie de dire, bah, t'as envie de le faire, fais-le. Vas-y, let's go. Tu vois? Et donc, comme jamais fait d'aviron, bah, je dis, bah, il suffit de me mettre à l'aviron, voilà. Et puis, ce site internet, c'était un Anglais qui s'appelle Chris, qui disait, t'as pas besoin de savoir ramer pour traverser un océan. Alors moi, tu vois, j'étais titillé, j'avais fait des courses de 800 km, et là, 2400 milles nautiques. Voilà, et puis, je l'appelle, et puis il dit, non, voilà, il suffit que t'apprennes à ramer, et puis on va te trouver une équipe. Et, bon, voilà, on a trouvé une équipe, on était 4. On était United Nations, parce que moi, j'étais le français. Il y avait Thiago qui était brésilien, Fian qui était d'Islande, et Carlo qui était américain. Et on est parti, donc, de Monterrey jusqu'en Californie. Voilà, en battant le record Guinness qui était de 42 jours de traversée. On a mis 39 jours. Et puis là, j'ai découvert un monde, de l'océan en haute mer, de l'effort vraiment où tu pilotes ton sommeil, etc. Et puis de l'effort un peu où tu te dépasses, mais beaucoup plus que les limites que tu penses avoir, tu vois. Oui, je crois que c'est ça qui est fascinant quand on commence comme ça, c'est de se dire tiens, elle est où la limite? Enfin, je croyais que ça c'était le mur et puis non, enfin, on croit qu'on le percute, mais en fait on voit qu'on arrive à passer au-dessus. Enfin, ça doit être. Oui, et de l'autre côté, t'as un sentiment tellement fort qui te dépasse, quoi, un sentiment de bien-être, quoi, tout simplement. Et puis tu te dis, dis donc, j'aimerais bien ressentir ça peut-être. Et comment est-ce que je le refais? Et c'est pour ça qu'un peu, on parle de virus, parce que dans la vie de tous les jours, c'est un peu dur à revivre, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un sentiment de plénitude. J'aimais bien Michael, une fois qui était avec une espèce de fougère comme ça, et qui l'a compressé en disant, voilà, ça c'est quand je suis ici, je me sens comme ça, et puis après, pouf, c'est comme ça que je me sens dans la voiture. Je sais pas, expliquez mieux que ça, qui dit. Ouais, alors, il y a une autre image que j'aime beaucoup, c'est une algue. Quand tu regardes une algue qui est dans l'eau, elle est élégante, tu vois, elle bouge, elle est avec le rythme des vagues, elle est trop bien. Et puis marée basse, l'algue, elle est par terre sur le sable, c'est la même algue. Tu vois, mais si tu trouves l'endroit dans lequel t'es bien, voilà, ça peut être fantastique, quoi. Et donc, moi, je me suis trouvé dans ce monde d'aventure, de repousser mes limites. Je me suis trouvé cette algue qui est trop bien dans son milieu, quoi. Voilà, son image, quand tu l'as dit pleinement, parce que je la connais, ton image, et je l'aime beaucoup, c'est que quand elle se sèche, en plus, elle sent mauvais. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ne soyons pas puants, hein, trouvons nos océans, et surtout, oui, soyons bien épanouis. Donc ça, non, l'image de l'algue desséchée, ça m'avait beaucoup parlé, donc je suis contente que tu l'as dit spontanément. Sinon, j'avais essayé de te tirer les verres du nez pour ça. Voilà. Comment est-ce qu'on fait pour pioncer, pour dormir quand on est comme ça à 4 sur une pirogue, où vous avez Alors, en fait, le rythme, c'est pouvoir être le plus efficace à la rame. Donc, on fait des périodes de 2 heures à ramer, 2 heures à s'arrêter, 2 heures. Tu rames 2 heures, tu t'arrêtes 2 heures. Donc, 24 heures sur 24. Donc, ça veut dire que tu peux jamais dormir plus de 45 minutes, vraiment, parce que t'arrêtes de ramer, t'as 15 minutes pour te déshabiller, enlever le sel qui est partout dans la peau, commencer à manger. Donc là, ça prend 15 minutes. Ensuite, tu dors 45 minutes et après, tu dois te repréparer à ressortir, qu'il soit 2 heures, 4 heures, 6 heures du matin. Donc, ça prend à peu près 15 jours pour que ton rythme du sommeil s'habitue. Mais de toute façon, t'es claqué, hein. Quoi qu'il arrive,
c'est crevant, parce que non seulement tu fais 12 heures par jour de rame, mais ensuite 12 heures où t'es pas vraiment bien, tu peux pas bien dormir. Et c'est ça ça fait partie de l'aventure, en fait, parce que on est en équipe, et puis on donne le meilleur de soi-même. Ouais, mais vous êtes suivi par un bateau ou quoi? Parce que pour dormir, je voyais dans le truc là, je me dis, c'est pas possible. Non, parce qu'en fait, on est 4, mais il y a que 2 personnes qui rament à la fois. Donc, pendant que les autres se reposent, en fait, donc il y a moyen de se longer là, sur ce truc. Oui, une cabine devant, une cabine derrière. Ah d'accord. J'ai pas eu le temps de faire mes recherches pour voir comment ça se passait. Ok, voilà. Parce que je me suis dit, c'est chaud quand même. Hein. Alors, le kayak. Moi, j'avais déjà eu le quadruple champion du monde de descente de rivière, mais donc toi, c'est l'ultra qui te botte. On en a parlé. Et du coup, j'ai la question d'Amandine pour toi, ma petite fille de 10 ans. Bonjour Cyril, d'où est venue l'idée de faire du kayak? Voilà. Pourquoi le kayak? Alors, pourquoi on n'est pas donc là, on parle pirogue? on parle d'une troisième discipline. Hein. Donc d'abord, c'était le canoë. Donc on est avec une pagaie simple qu'on utilise d'abord à côté droit, qu'on change de l'autre côté. Ça, c'est ce que j'avais commencé avec la pirogue hawaïenne. Ensuite, c'était l'aviron. Donc on utilise des rames et on pousse avec les jambes pour aller vers l'arrière. D'accord? Le kayak, c'est la troisième option. C'est en fait une pagaie double qu'on fait droite-gauche pour aller vers l'avant. Donc, j'avais l'expérience de traverser à l'aviron. Donc, juste pour donner une perspective, dans l'histoire de toutes les traversées océaniques, il y a à peu près 800 traversées en bateau d'aviron, dont 230 en solitaire. En kayak, il y avait que 5 personnes qui l'avaient fait. Donc, on a vraiment une grande mesure de différence. Et la raison, en fait, c'est simplement que le bateau est beaucoup plus petit, il est moins efficace parce qu'on utilise une pagaie double et pas les jambes. Comme les rames sont plus petites, il faut pouvoir toucher l'eau des deux côtés en étant assis. Ça veut dire que le cockpit est plus petit, la cabine est plus petite. Voilà. Et donc, moi, mon sport, après l'aviron, c'était le kayak. Et donc, en particulier, ça s'appelle le surf ski. Le surf ski, c'est comme un kayak de compétition. C'est très léger, très fin. Et il n'y a pas beaucoup d'équilibre, mais c'est vraiment très sympa. C'est un plus compétitif, quoi. Et donc, je m'étais dit, est-ce que ce serait possible de fabriquer un kayak avec toutes les connaissances que j'ai? Je vais mettre tous les mêmes équipements, je veux avoir un panneau solaire, je veux des batteries, je veux pouvoir avoir un désalinisateur pour fabriquer mon eau, et pour pouvoir traverser, l'océan juste à côté de chez moi, de Californie, jusqu'à Hawaï, que j'avais déjà fait en bateau à rame. Je connais cet océan, je connais, si je peux fabriquer un bateau, je vais essayer de le faire. Donc, ça, c'était la raison pour laquelle j'ai décidé de le faire en kayak. Ok. Et donc, la traversée solitaire, si tu me parlais de traversée justement de Hilo à Hawaï. Oui, alors, donc Hilo, c'est la destination, c'est la ville de sur l'île de Hawaï. Je suis parti de Monterey. Alors la première... De Monterey à Hilo. Ouais. J'ai fait une première tentative en 2021, je suis parti de San Francisco. Et après 6 jours, j'ai dû me faire secourir par les gardes-côtes parce que j'ai eu un problème technique. Il y avait une grosse tempête pendant 3 jours, donc j'étais coincé dans ma cabine. Enfin, coincé volontairement, bien sûr. Oui. Et puis, j'ai eu un problème technique avec mon encre flottante. En fait, l'encre flottante, c'est ce qu'on met quand il y a une tempête pour permettre au bateau de rester perpendiculaire aux vagues. Et là, c'est simplement beaucoup plus sûr parce que le bateau fait comme un bouchon, il monte, il descend, il monte, il descend, et il se retourne pas. Bon, voilà. Pour faire un peu plus court, ça s'est pas bien passé, donc je me suis fait secourir. Ils sont venus en hélicoptère me chercher, ils laissent le bateau dans l'eau, et 3 jours après, j'ai été le rechercher. Donc là, grosse remise en question, comment est-ce que je fais pour me préparer mieux? Je vais pas abandonner le rêve. Donc 1 an après, je suis reparti, et cette fois-ci de Monterey, qui est à peu près 3 heures au sud de San Francisco, une baie un peu plus protégée, quelque chose de plus tranquille, et donc je suis parti pour arriver jusqu'à Hilo, dans une traversée que je pensais mettre 70 jours, et qui s'est arrivé être de 91 jours. Donc là, on parle bien d'une aventure en solitaire, donc je suis tout seul dans le bateau, sans assistance, il n'y a aucun bateau qui me suit. À partir du moment où je pousse le quai jusqu'à ce que j'arrive, je suis complètement en solo, et à force humaine, donc pas de cerf-volant, pas de voile, pas de moteur, bien sûr. Et donc 91 jours, voilà, j'ai perdu 10 kilos. Je vais dire, t'as eu faim, t'avais des vivres jusqu'à la fin, là? Ouais, j'avais des vivres, en fait, j'avais prévu 4000 kilocalories par jour, et donc au milieu, quand je suis arrivé à 50 jours, au lieu des 35 jours prévus, j'ai dit, bon, là-bas, il faut que je commence à rationner. Et donc, je suis arrivé... Au début, je voulais aller jusqu'à Honolulu, qui est la ville sur une autre île qui s'appelle Oahu. C'est la capitale de Hawaï. Et en fait, comme j'avais plus beaucoup de nourriture, je me suis dit, je vais arriver sur une autre île qui est un peu plus proche, c'est 100 000 nautiques. Donc là, je pouvais enlever 5 jours.
Et bon, c'était à l'époque, j'étais content d'arriver. Je veux dire que 91 jours sans voir la terre, sans voir d'humain, sans marcher, voilà, que j'étais content d'arriver. Ouais. Et donc ces ancres, elles arrivent vraiment à te tenir plus ou moins sur place ou ouais, alors c'est un espèce de parachute. Dériver, Oui, tu dérives, mais par contre bien moins rapidement que si tu ne l'avais pas. En fait, c'est très simple. Hein. Le bateau flotte sur l'eau. Si le vent te pousse, tu vas très vite. À partir du moment où tu mets un corps dans l'eau, bon, il y a l'eau qui va freiner, tout simplement, et puis le bateau va dériver moins vite. Donc au lieu de faire 5000 nautiques, je peux peut-être faire 1000 nautiques. Ce qui est quand même une grosse différence. Oui, clairement. Oui, parce que je sais bien que une fois, quand j'avais interviewé, je sais plus qui avait fait le pôle Nord, il m'a dit oui, mais la difficulté, tu vois, c'est que tu recules parfois pendant la nuit, ce qui fait que tout ce que t'as gagné le jour, tu le perds pendant la nuit quand tu dors. J'avais pas encore eu dit, mais oui, t'es sur la glace, ça bouge. Ah ben oui, c'est vrai. Voilà. Et donc sur l'eau, évidemment, c'est encore pire de dire. Donc parfois, c'est dur de tous les soirs, je dérive, que ce soit positif ou négatif. De toute façon, il faut l'accepter, et puis faut ramer un peu plus le lendemain, quoi, c'est tout. Et donc les courants sont assez stables, les courants marins, on sait à quoi s'attendre comme dérive plus ou moins ou... Ouais, alors on prend toujours dans le bon sens le courant, on suit soit les alizés, par exemple l'Atlantique que j'ai fait il y a 3 semaines, c'est les alizés, je suis parti de Canaries jusqu'à la Martinique, et t'es obligé un peu de suivre ça, ce serait pas possible de le faire dans l'autre sens. Donc on conçoit le bateau pour être avec du vent arrière. Tout à fait. Je viens d'interviewer quelqu'un qui avait fait une tentative aussi, plus à la nage, c'est traverser exactement le même circuit. Ouais. Fabien Leroux, oui, ça c'est quelqu'un de super chouette, c'est un beau projet, il n'a pas dit son dernier mot pour ça, mais donc c'est vrai que ça fait partie de l'aventure, ces échecs, et c'est dommage qu'on n'en parle pas. Donc je lui dis, mais merci Fabien de m'avoir contacté, parce que c'est chouette aussi de mettre à l'honneur, parce que tout ce qui est important, et je crois que tu ne seras le premier à le confirmer, c'est la démarche, c'est la personne qu'on devient en faisant tout ça, c'est le rêve qu'on porte, et quelque part, si on ne se focalise que sur l'aboutissement, on perd, mais peut-être l'essence même de ce que ça devrait être, non? Tout à fait. Ouais. C'est la cerise sur le gâteau, l'accomplissement. C'est pas, et pourtant c'est la seule chose qu'on montre habituellement. C'est tellement dommage. Donc, j'étais content de parler avec lui pour ça. Ouais, c'est sûr. En fait, le but ultime, c'est d'arriver. Moi, en fait, je pense que c'est hyper important de définir les facteurs de succès. Qu'est-ce qui fait que ton aventure aura un succès? Alors pour moi, ça a toujours été déjà de rester vivant, la première chose. Pas mal. Bon début, la deuxième, c'est d'arriver jusqu'au bout, de l'autre côté. Et la troisième, c'est d'avoir quand même du plaisir à le faire. À partir du moment où on fait quelque chose, si on n'a pas de plaisir, c'est que de la souffrance, voilà, ça, je pense que... mais il y en a qui disent que, le succès, c'est que d'arriver. Donc ils sont déçus s'ils n'y arrivent pas. Et avoir cette perspective de dire que l'aventure, c'est en fait d'essayer, c'est de mettre tout en œuvre pour pouvoir réussir, même si on n'arrive pas, c'est quand même quelque chose de gagné, c'est très important. Oui, carrément. Ce que j'ai bien aimé aussi, ce qui est très encourageant, c'est que tu dis, et je ne sais pas le premier de qui je l'entends, c'est les premiers jours les plus compliqués. Justement, dans les pays Grand Nord, il faut 3 jours en général pour que le corps s'adapte à tirer une poulka, même si tu t'es exercé, donc là, avec le froid, etc. En vélo, quand on part, idem, on croit qu'on en est au bout de sa vie les deux premiers jours, et puis le troisième, ça commence à aller, on se dit, mais je sais pas pourquoi, il y a un déclic qui s'est fait, le cerveau a pris, le corps s'est adapté, le corps est une machine d'une malléabilité exceptionnelle, donc voilà, et tu disais c'est la casse aussi. Bon, je suppose que t'as aussi cette adaptation physique que tu sens parce que t'as beau t'entraîner. Bon, je pense que au début faut des petits ajustements, mais tu dis la casse c'est aussi en général les premiers jours. Donc tous les wannabe adventurers, ne vous inquiétez pas les premiers jours si ça foire, ça a toutes les chances d'aller mieux après. Oui, c'est ça en fait, parce que en fait sont des conditions tellement extrêmes d'une certaine manière que de partir d'une vie un peu sédentaire où voilà, même si tu fais 2-3 heures de sport, tu passes à 12 heures par jour. Donc ton corps, il dit, qu'est-ce que tu fais là, tu vois. Après, tu changes de nourriture. Le sommeil, je me réveille toutes les heures la nuit parce que comme je suis en solitaire, il faut que je regarde s'il y a des porte-containers qui passent. Toujours le corps, j'ai le mal de mer les 5 premiers jours. Tu vois, donc tout ça, et en plus, il y a les peurs, il y a le mental, où tu dis, là, je vais dériver la nuit, est-ce qu'il y a des porte-containers, il y a peut-être une tempête qui va arriver, et puis si tu vois aussi je sais pas moi, des baleines, est-ce qu'elles vont retourner, etc. Donc, il y a le côté mental qui est très dur, et après, il y a aussi le bateau, bien sûr. Le bateau, si quelque chose doit casser, en général, c'est les 15 premiers jours qui cassent. Si tu passes ces 15 premiers jours, normalement, c'est bon, c'est rodé, et les gens, ceux qui font des traversées arrivent de l'autre côté. Et puis alors, par exemple, pour l'entraînement physique, c'est assez intéressant, si moi je te dis maintenant, je te mets dans mon kayak, et si tu dois survivre
pour arriver jusqu'à Hawaï, même dans les conditions où tu es sans entraînement, tu vas réussir si tu dépasses cette période de transition et d'adaptation, d'accord? Alors comme t'es pas entraîné, bon bien sûr ça te prendra un mois et demi, ça prendra longtemps. Alors Bon, d'abord, l'entraînement, qu'est-ce qui te fait dire que je ne suis pas entraînée? T'as pas bien dit. bah, c'est quand même chaud. Non, tu as tout à fait raison. Non mais même moi ça m'a mis 15 jours. En fait, l'entraînement physique sur Terre, c'est simplement essayer de diminuer cette période d'adaptation pour qu'elle soit le plus court possible, simplement. Oui, bien sûr. Ouais. L'un des premiers que j'ai interviewé, c'est quelqu'un qui a peut-être pas très loin de chez toi, c'est Ben Lecomte, hein, qui avait fait. Ah ouais, fantastique. Ouais. Et lui aussi, il parlait de ça. Ouais. Oui, c'est lui qui m'a appris justement, on dit voilà, si on se focalise sur l'objectif, on perd tout l'intérêt, on se démotive, c'est pas chouette. Et il parlait aussi des adaptations. Il dit, alors ton entraînement, il dit, tu te rends combien compte, on sait pas s'entraîner à nager 12 heures par jour, c'est pas possible. Donc ce que je faisais, bon ben voilà. Donc c'est effectivement, c'est le Go Live, alors, il est plein de surprises. Ce qui est intéressant, c'est que tout ce que tu dis, en fait, on le connaît au niveau théorie. C'est-à-dire intellectuel. Tu dis oui, il faut pas se focaliser sur l'objectif, il faut vivre au jour le jour. Mais en fait, tu ne le comprends vraiment qu'à partir du moment où tu as un problème de gérer le temps qui est tellement long. Tu vois, moi c'était 90 jours, au 50e jour, c'était la moitié du... J'arrivais pas, quoi. Et en fait, cette perspective de dire, bon bah, ok, je vais vivre au jour le jour, j'arriverai quand j'arriverai, le futur ça n'existe pas, le passé ça n'existe pas parce que c'est passé. Il y a que voilà, tout ça, en fait, ça, tu le comprends vraiment que quand ça devient une réalité, quoi, plus qu'une théorie. Voilà, c'est ce que je dis. La plupart des choses dans la vie, on le sait, mais un jour on le comprend par une expérience, par un vécu, et c'est vraiment ça. Donc, je ne prétends pas, je veux sans doute pas traverser un océan à la nage pour comprendre ceux que j'interviewe qui font ça, hein, mais mais vos partages sont d'autant plus précieux. Bonjour Cyril, as-tu vu beaucoup d'animaux marins? Ah ouais. Alors, les animaux que j'ai vus le plus et que j'adorais, c'était les oiseaux. Que ce soit sur le Pacifique, les 91 jours, ou l'Atlantique, 71 jours, j'ai vu des oiseaux tous les jours. Donc ça, c'est quand même incroyable de dire, ça fait 1 mois que j'ai pas vu la Terre, et il y a des oiseaux qui passent me voir, quoi. C'est dingue. Comment ils font? Mais avec les tempêtes que t'as, mais ils survivent. Et puis là, c'est pareil. Tu passes d'une théorie en disant j'adore les oiseaux, j'adore la nature, en disant, bah dis donc, quel respect pour leur adaptabilité, quel respect pour leur force de survie, tu vois. Et donc là, tu comprends vraiment dans ton core, comme on est dans le noyau. Voilà, le noyau, qu'en fait, il faut les protéger parce que ils sont tellement adaptés que c'est fantastique, quoi. Après, les animaux marins, bien sûr, j'ai vu des baleines, surtout près des côtes, en partant de Monterrey et en partant des Canaries. Et ensuite, au milieu, j'ai vu des marlins, j'ai vu des requins. Donc, les requins, en fait, ils venaient juste passer dire bonjour. Vraiment, il n'y a pas de grand chose à avoir peur. Après, des dauphins, j'ai vu des poissons volants. Ah non, mais c'était génial. Wow. Les dauphins sont venus tout près ou Ah ouais, ils se baladent. Après, ils sont en train de chasser, hein, ils s'en foutent un peu de mon bateau, mais t'es tellement content de les voir parce que tu les vois très furtivement. J'ai fait, waouh, bon, ils sont partis, voilà. Mais après une tortue, t'as un peu plus le temps de la voir, parce que voilà. Mais en fait, c'est pareil. Si tu prends un bateau pour aller voir les baleines. Tu sais que c'est un endroit où tu vas voir des baleines, c'est super, mais à partir du moment où t'es tout seul dans l'océan, il y en a une qui arrive juste à côté de toi. C'est autre chose, quoi. C'est vraiment une rencontre. 27 décembre 2024, 5e jour. Durant la nuit, j'ai pas mal dérivé dans différentes directions, mais tout ça m'a ramené à peu près au même endroit. C'est bien. 7h45, je commence à pagayer. Un oiseau est venu me rendre visite au lever du soleil, j'adore ça. Il vient toujours prendre de mes nouvelles et je considère que c'est un bon présage. 9h40, je vois plusieurs geysers au loin, puis ils disparaissent. J'ai bien l'impression qu'il s'agissait d'une baleine ou d'une hallucination. 10h15, j'aperçois au loin un groupe de ce que je pense identifier comme des pseudo-orques. J'en suis pas sûre à 100% car ils vont assez vite. Il y a environ 10 individus. Le premier est à environ 200 mètres devant le dernier. La nageoire dorsale principale est fortement incurvée vers la queue, comme une griffe. Il s'agit peut-être d'une sorte de gros dauphin. Je pense que je n'ai plus le mal de mer des premiers jours. On verra bien comment ça se passe les prochains jours, avec la mer plus formée qui est annoncée. Je croise les doigts que je sois suffisamment amarinée pour que ça se passe bien. Mon corps doit s'habituer à ce nouvel environnement et au fait d'être plus sollicité que d'habitude avec l'effort physique, les mouvements permanents, la digestion d'une nourriture particulière, etc. Allez, ça va le faire. 11h07.
Je sens que les courants marins changent. J'ai pris de la vitesse et il fait si chaud. Je fais attention à bien m'hydrater et je contrôle ça en vérifiant la couleur de mon urine. Si c'est clair, et ça l'est, c'est bien. 11h29, une minuscule mouche à fruits vient de se poser sur ma main. Mais qu'est-ce qu'elle fait là ? 12h, pause pour diviser la journée en deux et filtrer de l'eau. Le courant est favorable, alors j'ai choisi de prolonger ma pause et de produire 6 litres d'eau douce au lieu de mes 4 habituels. Dans 2 jours, avec le changement des conditions météo, il sera plus difficile d'en faire, alors j'anticipe. Le soleil est très présent aujourd'hui. C'est top pour mes batteries que je recharge à bloc. 14h. Il y a énormément de minuscules créatures transparentes qui flottent autour de moi. Il y a tellement de vie. J'espère que mon désalinisateur les filtrera toutes. Déjà 15h. C'est le moment où je mets en route ma musique pour les 3h30 qui restent. C'est ma motivation de fin de journée. 15h10. J'ai attrapé un petit crabe orange qui nageait pour monter à bord du kayak. Est-ce qu'il nage depuis qu'il est né ? Extraordinaire. Est-ce que tu as eu des passagers, des oiseaux qui venaient se reposer parfois un petit peu Non, j'ai pas eu cette chance parce que mon bateau est tellement petit qu'il n'y a pas beaucoup de place. Et puis aussi, il rock and roll, il bouge tellement qu'en fait, il pouvait pas. Ouais. Mais il y en a qui venaient. Ils ont regardé, ils se sont dit non. Ouais, il y a des albatros qui étaient venus, des albatros de Californie qui sont venus et je trouve ça fantastique aussi, la façon dont ils planent. Oh là, c'était vraiment une grande chance de les voir. Ouais, on doit se sentir un peu pâteau à côté d'eux, avec nos mouvements et tout, quand on voit la fluidité de tous ces animaux. Surtout que, en fait, être sur l'océan, c'est pas humain, quoi. On est des animaux terrestres, hein. Donc on n'est vraiment pas dans notre élément. Et puis de voir que, en fait, ils sont tellement bien, ils boivent de l'eau de mer, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Ouais. Ça donne envie de vouloir voler. Oui, c'est Voilà, santé d'ailleurs, hein, je vois que t'as l'eau, mais donc l'eau de mer, toi tu avais un désalinisateur, hein, c'est ça qui te... Ouais, parce que mon kayak étant tellement petit, je pouvais pas porter l'eau. Alors la seule façon, c'est de faire mes 4 litres d'eau tous les jours. Et voilà ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, tu recycles l'eau dans ton corps. Donc au bout de 3 semaines, la seule eau que j'ai bu, c'était l'océan. D'accord ? Donc, ça veut dire que 80% de mon corps, qui est l'eau, c'est l'océan. Donc je suis devenu plus ou moins l'océan. Tu vois, au bout d'un mois, je suis déjà... Et en fait, ça c'est une réalisation, quand tu te le fais au milieu de l'océan, tu te dis, bah dis donc, voilà, je suis tellement petit, mais en fait, je suis l'océan, quoi. L'océan c'est moi je suis l'océan. Et t'as une sensation d'unité, tu vois, avec la nature, qui passe par l'eau, qui est assez fantastique. Et là, c'est pareil. T'as la théorie, en fait, on va dire de Dieu, de l'unité une, ou ce qu'on veut l'appeler. Mais en fait, une fois que tu réalises que voilà, on n'est pas vraiment différent de tout ce qui nous entoure, c'est très fort, quoi. C'est très spirituel et c'est fort. Ouais, on en avait parlé avec la navigatrice Isabelle Yoche qui vient de boucler son Vendée Globe aussi. Et, on parlait de ces moments d'éternité, quelque part, t'as un moment comme ça suspendu où tu réalises que oui, on est c'est les moments à la limite où on se sent vraiment très petit dans quelque chose d'immense, mais qu'on se rend compte qu'en étant très petit, on fait partie aussi de cette chose immense, donc quelque part on est immense aussi. Et à ce moment-là, il y a plus grand chose qui importe, quoi. Même la mort, je t'ai entendu dire qu'à ce moment-là, et je sais parce qu'il y a des moments où j'ai déjà eu ça aussi, des choses c'était tellement beau, j'ai dit bah tiens, bah là en fait je m'en ficherais de mourir, quoi. Puis je me dis, mais quelle pensée idiote, j'ai pas du tout envie de me mourir, mais c'est juste pour dire, ça dédramatise. Quelque part, ça devient moins important. L'ego devient moins important parce qu'on se dit, mais oui, mais c'est dommage de vivre de manière étriquée dans ce petit ego à nous, alors que qu'on est tout ça aussi, quoi. C'est vrai que c'est des moments tout à fait... Bah, en fait, moi je l'explique comme ça, c'est un moment de vulnérabilité. D'accord, t'as une tempête énorme, l'océan il fait ce qu'il veut, et toi t'es tout petit, et la seule façon de rendre ça supportable, c'est de dire de toute façon je ne suis rien et mon existence importe peu. Et en fait l'acceptance de cette vulnérabilité, ça te donne de la puissance parce qu'en fait il n'y a plus rien qui fait vraiment peur. Bah, si bien sûr t'as pas envie de mourir comme tu dis, mais c'est une acceptance d'un fait sur lequel tu peux pas de toute façon avoir de levier. Et ça enlève toutes les peurs et les difficultés en fait d'accepter cette vulnérabilité.
En nature, c'est beaucoup plus fort. Je veux dire, je me vois pas avoir ce genre de moment, tu vois, dans les couloirs de je sais pas où. C'est vraiment en voyant toute la beauté naturelle autour de soi, quoi, et sa force, effectivement, sa puissance, et se rendre un peu compte qu'on est tout petit truc dans un courant aussi de l'histoire, qui fait des millions d'années sans nous et qui en fera des millions aussi sans nous après. C'est ça qui est intéressant. Bah oui, on ne fait que passer. Hein. Quand tu penses à, par exemple, il y a un truc qui m'a fait halluciner, c'est dans 100 ans, toutes les personnes qui sont vivantes sur Terre seront mortes. Les 8 millions de personnes. T'imagines? Dans 100 ans, c'est pas beaucoup. Tout le monde sera mort, tout le monde sera renouvelé. Donc finalement, on est que dalle, hein. Et puis, tu vois, moi, on connaît nos parents, on connaît nos grands-parents, mais est-ce que nos arrière-grands-parents, on s'en souvient? Pas vraiment. Donc encore une fois, on est tellement petits. Ce qu'on peut faire, c'est simplement avoir une influence positive sur ce passage sur Terre, et puis c'est tout, quoi. C'est quoi l'influence positive que tu aimerais avoir, toi? Alors, je pense que si j'avais un don, ce serait de laisser les personnes que je rencontre mieux que ce que je les ai trouvées. C'est simplement de partager mon énergie. Quand je fais mes aventures, je me sens tellement vivant qu'en fait, mon devoir, c'est de rentrer et de les partager autour de moi, simplement. Voilà, donc je l'ai lu, je me suis dit, bah c'est un bon point, il aime partager, donc ça c'est tout bon pour le podcast. Hein. Ah oui, en fait, mes projets, il y a toujours 5 points. Alors le premier, c'est oser, de faire l'aventure. Le deuxième, c'est la vivre. Le troisième, c'est les apprentissages que j'ai. Et le quatrième, c'est les partager. Donc c'est ce qu'on fait maintenant. Pour que le 5e point arrive, c'est essayer peut-être d'inspirer certaines personnes et qui entend le message pour être inspiré, pour que dans 5-6 ans, ils m'appellent en disant « Cyril, là, j'ai trop écouté, c'était top !» Et ça, c'est vraiment la fin du projet pour moi. C'est quand l'inspiration, elle a réussi à toucher d'autres personnes. 8 janvier 2025, 17e jour. Un peu de pluie est tombée pendant la nuit. Parfait pour rincer mes panneaux solaires qui étaient pleins de sel. 9h30. J'ai vu une mini-tornade d'environ 1 mètre de large passer. 11h15. Un joli poisson gris a commencé à me suivre, environ 35 cm de long. Il a une bande noire sur les yeux. Je l'ai appelé Zorro. 11h48. Un nouveau poisson est arrivé. Même aspect, même taille, mais complètement noir. Je l'ai appelé Charcoal. Je les ai observés près de mon kayak pendant 2 heures. Fin de la journée à 18h30, j'ai parcouru 21 miles. 10 janvier 2025. 19e jour. 14h40. Le soleil est très chaud. Je n'arrête pas de me verser de l'eau non salée de ma bouteille sur la tête et le cou pour éviter la surchauffe. 17h30. 2 pétrels sont passés toute la journée pour me montrer leur habileté à voler par grand vent. À un moment donné, ils se sont approchés de moi très bas sur l'eau, contre le vent, comme s'ils marchaient sur l'eau et volaient en même temps. Je me suis dit qu'ils devaient faire ça pour boire un peu d'eau de mer. Mes poissons, Zorro et Charcoal, sont partis. Sans doute pour toujours. Bonne route. 14 janvier 2025, 23e jour. Cette nuit, j'ai beaucoup dormi, mais cela ne m'a pas paru reposant. Je fais beaucoup de rêves lucides. Je suis constamment conscient d'être à la fois dans mon bateau et dans mon rêve. J'ai du mal à trouver une bonne position pour dormir à cause du balancement et du roulis. 90% du temps, je suis sur le dos parce que c'est la position la plus stable, et les 10% restants, je me tourne à gauche et à droite pour essayer de me mettre en position fétale, afin de changer la position de mes jambes et de reposer le bas de mon dos. En général, ça ne marche pas vraiment car une fois encore, le roulis du bateau me pousse dans tous les sens. J'attends avec impatience une journée avec peu de vent pour pouvoir passer une bonne nuit de sommeil. 26 janvier 2025, 35e jour. En ce moment, les prévisions de vent ne cessent d'augmenter jour après jour. Comme j'évoquais le sujet avec ma team de support à terre hier, voici ce que Dave m'a répondu. « Ok, le vent grandit de plus en plus. Eh bien, tu verras que toi aussi, tu vas grandir comme lui. » Merci Dave, tu es le meilleur. 22 janvier 2025, 31e jour. Un pétrolier est passé près de moi aujourd'hui, à environ 1,5 km. Je l'ai contacté 1 heure avant sur la VHF et il m'avait déjà vu sur l'AIS et son radar. Je lui ai décrit mon expédition. Il n'en revenait pas. Je mesure 6,9 mètres et lui, 179 mètres. C'est très sympa d'échanger quelques mots avec un être humain. Je me sens mieux émotionnellement que ce matin. Tout passe. 4 mars 2025, 72e jour. Je vois la Terre. La Terre.
Et donc, ce n'est pas ta première traversée. Dans celle-ci, t'es revenu avec quoi en plus? Ou qu'est-ce que t'as approfondi? Ou est-ce qu'il y a un truc... Là, ici, c'est encore très très récent pour toi. T'es arrivé quand, là, exactement? Bah oui, c'était le 4 mars, donc on est le 2 avril. Toi, c'était il y a ça. 3 semaines, un mois. C'est tout frais, quoi. Donc, c'est Ouais, marrant ouais. parce que je suis sûre que si on reparle dans 6 mois, tu vas encore me dire autre chose que tu en as retiré. Mais là, maintenant, tout frais. Dis-moi. Alors, en fait, c'était intéressant. Par l'Atlantique, c'était 100 000 nautiques de plus que le Pacifique et ça m'a mis 3 semaines de moins. Donc, l'intensité était beaucoup plus grande parce que les courants étaient forts et les vents étaient forts. Donc, à partir du moment où j'étais dans les alizés, c'était des vents entre 18 et 24 nœuds. Donc, j'ai pas eu beaucoup de repos. Mais, en général, si je regarde la traversée de l'Atlantique, j'ai bien mieux géré que le Pacifique, parce que le Pacifique, c'était ma première traversée. Et au niveau mental, en fait, ce que je retiens, c'est que de la première traversée où je savais pas si j'allais réussir à le faire, ma motivation, c'était, je peux le faire. Allez, je vais monter mon niveau pour me mettre au niveau de la difficulté pour réussir. Donc c'était vraiment très très fort au niveau personnel, parce que je devais y croire. Alors que l'Atlantique, en fait, c'est bon, je l'ai déjà fait. Tu vois, il y avait du 25 nœuds qui arrivait, c'est bon, je l'ai déjà fait 2-3 fois pendant le Pacifique. Ça va durer 70 jours, ben, c'est bon, j'ai fait 90 jours, je l'ai déjà fait. Donc, d'une certaine manière, c'était un petit peu moins de défi, l'Atlantique, parce que j'ai tellement géré. J'avais mon dessalinisateur qui a cassé, bon, bah c'est bon, je l'ai déjà fait au Pacifique, tu vois. Et donc, je me suis rendu compte, simplement, que j'ai beaucoup plus de plaisir dans des aventures qui sont nouvelles, dans lesquelles il y a de l'inconnu et de la gestion où en fait il faut se baser sur un acquis passé, mais pas un acquis parce que tu l'as déjà fait. C'est juste, je vais prendre tout mon bagage et je vais pouvoir m'adapter à une nouvelle aventure. Donc voilà, tout ça pour dire que je sais pas si je vais refaire une traversée en kayak, peut-être trouver quelque chose d'autre. Ok, intéressant. Parle-moi peut-être, et quelque chose que tu avais dit, c'est bon, tu as choisi l'ultra, je suppose que c'est aussi parce que tu aimes le temps long. Que permet ce temps long de vraiment s'installer? Je pense qu'il faut plusieurs jours pour s'installer dans le temps long. Forcément, on n'a pas vraiment l'habitude dans nos vies trépidantes. Ouais. Alors c'est difficile à mettre en place parce que pour pouvoir, tu vois, gérer le travail et pouvoir partir 3 mois, pendant ces 3 mois, il faut quand même payer la maison, il faut payer, tu vois. Donc c'est au niveau logistique et financier, c'est difficile. Mais je pense que j'ai choisi ces aventures-là parce que il y a personne qui peut m'en empêcher de le faire. Je vais t'expliquer comment j'explique ça. C'est-à-dire que si je veux être basketballeur professionnel, bon, il faut avoir du talent, il faut être bon, et tu vois, à la compétition. Si je veux être chanteur, si je veux être peintre, c'est les autres qui jugent de ta capacité ou non à le faire. Là, non, je peux être aventurier, je prends un bateau, je le fais, il y a personne qui m'arrête. Que je réussisse ou non, il y a personne qui peut m'arrêter, je le fais. Et alors après, c'est pas vraiment le goût du long, c'est simplement que je me suis trouvé un talent à gérer le mental et en fait, je suis pas très bon à tout. Enfin, je suis pas très rapide, je suis pas très musclé, je suis pas bon électricien, je suis pas bon en médecine, mais j'arrive à toucher à tout. Donc en fait, j'ai trouvé une discipline dans laquelle il faut être comme un couteau suisse, savoir gérer son mental, savoir gérer son physique, savoir gérer tout ça quoi. En fait, fabriquer le bateau, être passionné et donc ça me va bien, mais oui, c'est pas pour tout le monde de pouvoir traverser. Après. Par exemple, ce qui est intéressant, c'est que moi, je suis extroverti. Et je suis pas introverti du tout. Donc, quand tu parles du temps long, la solitude, moi, je savais pas comment la gérer, comment je vais faire. J'adore les gens. Tu vois, si je suis tout seul à la maison, j'ai envie d'appeler des potes parce que c'est comme ça que je prends de l'énergie. J'adore ça. Alors, je suis tout seul, c'est comment je vais gérer ça. Et en fait, j'ai dû l'apprendre et j'ai découvert que j'aimais être seul. Et je l'aurais jamais su sans être sur le bateau. Et la façon dont je l'explique, c'est que quand t'es extroverti comme moi, à partir du moment où tu as le choix, je vais toujours appeler des gens. Alors c'est comme si, si tu le comparais à une journée, je vivais, le soleil se lève, je me réveille, le soleil se couche, je me couche. Donc être introverti, ce serait vivre la nuit, d'accord? Extroverti, c'est vivre le jour. Moi, je sais pas ce que c'est la nuit, j'ai pas envie de vivre la nuit. Et là, tu parles avec un introverti qui te demande, je recharge mes batteries en étant tout seul. Attends mec, c'est complètement différent de ma façon de fonctionner, d'accord? Et en fait, cette traversée m'a obligé à comprendre ce que c'était de vivre la nuit. Tu comprends un peu Donc ça veut dire que l'introverti qui me dit, mais attends, d'être tout seul, c'est génial, c'est comme quand tu marches à 4 heures du matin, il y a personne dans les rues, t'entends un hibou, tu vois, il y a une paix. Voilà, et moi en fait, je la connaissais pas du tout. Donc, je suis un extroverti qui aime être tout seul maintenant. Et c'est peut-être pour ça que j'ai décidé de faire l'Atlantique, parce que ça me manquait.
Ah ouais. Ah, incroyable. Puis le temps de réflexion aussi, peut-être. Oh oui, ça t'as le temps. Ah, je peux te dire que faut faire attention parce que justement t'as tellement de t'es tout seul, donc tu penses tout seul et puis tu réfléchis et parfois ça peut partir en boucle et pour pas dire autre chose. Et donc il faut savoir en sucette. Il faut savoir en fait s'auto-observer et observer ses façons de penser. Donc cette capacité à s'observer soi-même est critique. Ouais. Ah, c'est important, oui. Tu disais observer donc le physique aussi, parce qu'il faut pas négliger prendre soin de son corps pour que les petits bobos ne deviennent pas des grosses infections qui te pourrissent ou te rendent très difficile à ce moment-là même la traversée. Enfin, c'est un travail il faut rester méticuleux aussi dans une une rigueur, oui, tout à fait. Mais l'hygiène, c'est hyper important. Tu imagines, je marche pas pendant 3 mois, donc je suis assis sur les fesses. Voilà, je peux avoir des boutons, je peux avoir il y a le sel qui arrive. Regarde, tu vas te baigner là à la plage là, et puis je demande simplement de rentrer à la maison et tu dors dans ton lit sans prendre une douche. Ça gratte, tu vois, t'as le sel partout. Mais t'imagines, c'est ça, mais pendant 3 mois. Je suis obligé d'enlever le sel, je suis obligé parce que voilà, c'est une discipline. Tu me rappelles un truc, une fois j'étais en vacances et j'avais tellement foiré, mais je suis pas très bonne, très rigoureuse pour les horaires et j'ai failli louper mon avion parce que j'étais dans la mer et puis à un moment on dit mais tu repars pas aujourd'hui toi? Si bah, tu sais qu'il est temps, donc j'ai tout mis dans ma valise comme ça, et j'ai pas eu le temps de prendre la douche justement, tu vois. Donc j'ai fait une traversée transatlantique, heureusement c'était en avion, mais enfin bon, ça a quand même fait quelque chose. Je peux te dire, j'étais quand même contente de prendre ma douche en rentrant à la maison parce que effectivement c'était pas très confortable, je me sentais un peu poisseuse là. Ouais, en fait il faut vraiment faire très attention à tous ces détails parce que les détails, ça peut vite partir à créer un problème. Tu vois, si tu t'hydrates pas suffisamment, tu commences à avoir mal au muscle, t'as mal à la tête, et puis t'as mal à la tête 1 jour, 2 jours, 3 jours, t'as beau prendre un médicament, tu vois, ça, c'est pas ça, t'es déshydraté, ça fait que, en fait, tu perds du poids, t'es plus lucide, et voilà, ça part très très vite, hein. Voilà. Ouais. Ok. Et le mental, tu avais dit que tu as travaillé la gestion de ton mental avant, t'as travaillé avec un coach mental en fait. Ouais, j'avais un coach. Alors ça, c'est une des obligations de ce type d'expédition, c'est d'avoir une équipe autour de soi. Et moi, le coach mental, je voulais savoir s'il y avait des techniques que je pouvais appliquer. Bon, voilà, je serais tout seul, je sais pas comment gérer le mental, comment gérer la solitude, les peurs, le confinement de la cabine pendant une tempête, ou bien au contraire l'immensité de l'océan, la profondeur des mers, tout ça. En fait, comment est-ce que tu fais pour gérer simplement ton mental, ton émotionnel? Et donc j'avais un coach, et puis après moi, c'est la méthode du débutant, hein, j'essaye tout, hein. J'ai fait de la méditation zazen, j'ai fait le cold plunge, tu vois, c'est dans l'eau très très froide voilà. Et je pense que comme j'avais pas vraiment de méthode qui est bulletproof, hein, qui te permet d'être sûr, bah j'ai tout essayé. Et puis bon, après tu t'apprends un peu sur le tas aussi, hein. Oui, bah bien sûr, ouais. Et alors, qu'est-ce qui a le mieux fonctionné à l'autopsie? Parce qu'effectivement, c'est le terrain après qui dit tiens, ça c'était intéressant à faire quand même. Alors en fait, j'avais un très bon support terrestre. J'avais un copain qui s'appelle Dave, qui m'a fait les 2 traversées avec moi. Bon, lui, il est support terrestre, il me connaît très bien. C'est un copain avec qui j'avais fait des courses de 800 km en canoë. Mais en fait, il est proche, mais il arrive à gérer les informations sans être émotionnel, d'accord? Il va vraiment les regarder que sur du factuel. Donc si jamais j'ai un problème, je commence à péter les plombs, ok, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que t'es arrivé là? Tu vois, il est très très posé. Et en fait, ce support terrestre, qui finalement est simplement un échange de texte, hein, parce que j'ai un téléphone satellite et je peux texter avec lui, je dis voilà, je suis hyper transparent avec ce que je ressens, et puis il me donne une perspective simplement en disant bah pourquoi t'essayes pas ça? Oh d'accord, tu sens ça, est-ce que tu crois que c'est à cause de ça? Et donc ça m'a beaucoup aidé, peut-être plus que n'importe quelle préparation mentale avant. Parce que je crois que t'avais aussi un peu fait de l'hypnose, des choses comme ça, non? Ouais, j'ai fait une hypnose, ouais, ça. Alors on sait pas si ça marche parce que l'idée c'est quoi? J'étais en Inde, j'avais fait une semaine de yoga, et puis je rencontre ce gourou, tu vois, le typique, le gars avec une barbe hyper longue et tout. Il s'appelle Agathe. Et il est Agathe. Ah Cyril, t'as essayé l'hypnose? Parce que je lui parle un peu de mon aventure. Et puis il me dit ouais, l'hypnose en fait c'est quoi? C'est l'idée de pouvoir créer des certitudes dans ton inconscient qui en fait te permettent de savoir que tu vas réussir ce que tu veux faire, mais de façon
encore une fois, non consciente. Donc, c'est-à-dire que c'est tellement ancré dans ta façon de penser que voilà. Alors, je dis, tiens, je vais bien essayer. C'est quoi, en fait? Bon, voilà, tu t'écris 20 phrases et de ce que tu veux ressentir quand tu vas faire cette traversée. Et demain, tu viens, puis on va faire une session. Donc, en fait, il te met presque dans du sommeil, mais une relaxation tellement profonde que presque tu dors. Et puis, il lit tout doucement ces 20 phrases. Et à la fin de la session, il dit, voilà, j'ai enregistré ça, tu vas l'écouter toutes les semaines avant ta traversée. Et donc, les phrases, c'était, you're doing it, tu vas le faire. Tu n'es pas seul, tu crois en ton instinct. Ton instinct est toujours là, tu vois. Et en fait, c'est des affirmations comme ça. Je sais pas si ça a marché ou pas. Bon, je pense que ça faisait pas de mal. Mais le jour où je suis parti, en fait, la veille où je suis parti de Monterrey, il y a ma fiancée à l'époque qui me dit, écoute, Cyril t'a parlé pendant ton sommeil, et tu disais, I'm doing it. Donc, c'était... En tout cas, c'était ancré. On sait pas si voilà, Cyril, c'était ancré quelque part. Ouais. Donc, un bon pote, en tout cas, qui a le regard Dave. Qu'il fallait, Dave. Oui, ça, c'était l'outil le plus efficace pour toi. Il y a eu d'autres choses en autonomie, parce qu'on peut pas tous téléphoner à Dave. Enfin, je sais pas si tu vas laisser le numéro de téléphone après le podcast. Ouais. Il pourrait être un peu surpris. Non, il y a des outils. Après, il y a quelque chose que mon coach m'avait enseigné. C'était en fait piloter son niveau de stress. Lui, il était coach chez les sapeurs-pompiers. Il m'expliquait, bon, écoute, quand t'es pompier de Paris, tu pars sur une urgence, il y a un feu, tu sais pas si l'urgence, elle va durer 1 jour, 2 jours, 3 jours. Donc tu peux pas être au niveau de stress 10 sur 10. Voilà, t'es en train de lutter contre ce feu, il faut être 10 sur 10, parce que t'es au niveau d'alerte maximale, voilà. Ensuite, tu reviens au camion, il y en a d'autres qui sont avec la lance, toi t'es au camion, bon, tu dois descendre sur un 10, au niveau 8 sur 10. Et après, si tu reviens à la caserne, parce que le feu il va durer 2 jours, tu dois te reposer, tu dois pouvoir redescendre à 1-2. Et donc, on a fait des corrélations avec ce qui pouvait me passer sur le bateau. C'est que si je suis en pleine tempête dehors en train de ramer, il faut que je sois sur 10 sur 10. Si jamais je rentre dans la cabine, de toute façon, je vais passer toute la nuit, il faut que je puisse descendre sur un 5 sur 10. Parce que, voilà, comment est-ce que je fais ça? Et après, c'est un entraînement, pouvoir gérer ses émotions, etc. Donc ça, c'est des outils, tu vois, comme la visualisation. Si à un moment où j'ai un coup de barre, où je me sens plus très bien, ok, pourquoi est-ce que j'avais envie de faire ça depuis le début? Voilà, ça il faut le formuler au tout début en disant, ouais, qu'est-ce que tu veux ressentir quand t'arrives à Hawaï? Oh, je vais être, tu vois, extase, je vais être super content de l'effort que j'ai fait. Ok, ça c'est quelque chose, des sentiments, des émotions que tu peux reprendre dès que tu auras des coups durs, où t'as pas envie d'être entraîné, etc. Ouais, c'est des petits trucs faciles, hein. Faut juste le savoir. Donc c'est vrai que pour bien retomber sur ses pieds, on a intérêt à avoir un bon why, à savoir vraiment pourquoi on le fait. Ah mais ça je l'ai pas. Je me demande pas parce que je l'ai même pas. Ouais, oui. Donc toi tu suis ton instinct, tu suis ce qui te fait vibrer et puis feu quoi. Et c'est ça que les gens ont du mal à comprendre. Mais pourquoi tu veux faire ça? Tu peux risquer ta vie. Et moi c'est juste, mais j'ai envie de le faire. Pourquoi pas? J'ai envie de me sentir vivant. Alors après je peux te dire. Oui, j'ai envie de vivre la vie au maximum, j'ai envie de sentir ce que c'est, de pousser le quai, de partir à l'inconnu, de gérer le danger, il y a tout ça, mais en fait, vraiment, je le sais pas vraiment. Pourquoi David Bowie chante? Parce qu'il a envie de chanter, quoi, tu vois? Tu te sens cette passion de faire quelque chose qui est plus fort que toi, de te révéler dans une activité qui t'appelle, et puis est-ce que on a vraiment besoin de le savoir, le pourquoi on le fait? Ouais, je crois que tu viens de le répondre, hein. Ça n'a pas, enfin, ce n'est peut-être pas le genre de pourquoi auquel on est habitué dans nos sociétés, parce que vivre ses rêves, ça fait pas sérieux. Comme tu disais, t'as commencé comme ça avec ton sac à dos à 25 ans, ça n'est toujours pas tout à fait conventionnel, donc ça interroge, mais. Oui, en fait, c'est parce que les gens qui te posent cette question regardent ce que tu fais avec leur filtre. Voilà. D'accord, leur décision, leur façon de faire des choix dans leur vie. Donc bien sûr, on comprend pas, mais moi j'ai commencé le kayak il y a 15 ans, j'avais 32 ans, j'ai décidé de traverser en solitaire, j'avais 40 ans, c'était que 10 ans après. C'est fou quoi, mais pour moi ça avait du sens. Pendant 10 ans, j'ai fait un cheminement en disant pourquoi pas, je vais essayer ça, et puis j'ai vraiment eu du plaisir, pourquoi pas le prochain, pourquoi pas voilà, et puis voilà, il n'y a pas vraiment de pourquoi. Ouais. Donc tu disais, voilà, le plus important, c'est vraiment d'être attentif à ce qui nous fait vibrer et puis d'aller dans cette direction-là. Pour toi, ça, c'est une chose importante. Hein. Oui, parce que c'est très triste de faire le contraire, de sentir un appel et de pas le faire. Alors que moi, c'est bon, c'est ça, mais si t'as envie de peindre, peins. J'ai pas le temps, trouve le temps. Mais tu veux faire de la guitare, tu veux faire des photos de papillons autour du monde, fais-le.
tu vois. c'est ça qui est dommage, c'est de pas le faire. Ouais. T'as fait un blog, apparemment, où t'étais très philosophe. Ça t'a inspiré beaucoup, ces traversées. De quoi est-ce que tu parles sur ce blog et où est-ce qu'on pourra le retrouver, si jamais? Alors, sur mon site internet, c'est cyrildermo.com, il faut choisir la carte de la traversée du Pacifique, où en fait, je suis devenu, je sais pas philosophe quoi, mais j'ai à partir de la moitié de la traversée, à partir de 50 jours, j'ai vraiment cette perspective de me sentir un avec l'univers, et je commence à écrire des blogs sur l'amour, sur la fraternité, et puis c'est assez incroyable parce que j'ai écrit, parce que maintenant je le relis, je dis c'est dingue, c'était des vérités en fait que tout le monde te dit quand t'écoutes tu vois Imagine de John Lennon, tu vois c'est ça quoi, j'arrivais mais je comprenais ce qu'il disait, mais pas simplement parce que c'était beau ce qu'il disait, mais c'était vraiment ça quoi, c'est ça la vérité quoi. Il y a que l'amour qui peut résoudre tous les problèmes, et puis c'est très simple en fait, voilà. Oui, c'est marrant qu'un extraverti doive se retrouver tout seul pour se sentir finalement ressentir vraiment cette fraternité humaine et même avec le reste, mais c'est amusant je trouve. Ah bah oui, parce qu'en fait c'est ce qui te manque le plus, c'est la chaleur humaine. Et puis tu te dis mais c'est ça en fait, y a rien d'autre qui me manque que la chaleur humaine, les amis, les copains, la famille, les cousins, tout ça, t'as envie de les embrasser quoi. Tu veux que ça. Donc tu te rends compte de ce qui est important. Quand tu perds tout du confort, tu vois. Mon sac de couchage était mouillé au bout d'une semaine. Je mangeais que des fruits, des produits lyophilisés avec de l'eau froide, jamais chaud. Jamais chaud. Ouais, parce qu'en fait j'avais peur de m'ébouillanter si je fais un petit réchaud quoi. Quand t'arrives, tous les plaisirs simples sont décuplés. Voilà, tu dors dans un lit sec, tu prends une douche avec chaude, oh là là, c'est trop bon quoi. Tu te laves pas les cheveux pendant 10 jours, je peux te dire que la première fois que tu te laves les cheveux, c'est top. Moi, j'avais interviewé sur la station polaire antarctique belge. Au début, ils étaient sous tente, donc ils avaient moyen de se doucher un petit peu, mais pas nécessairement plus que ça. Donc quand ils arrivaient en Afrique du Sud, qui est le premier point avant d'être rapatriés, ils avaient même leur entrée spéciale, l'hôtel s'était arrangé, c'était toujours le même hôtel, mais parce que quand tu passes de moins 20 et que t'arrives à 30 degrés, laisse-moi te dire que les fontaines sont ouvertes et tu sens le bouquin. Donc, pour éviter d'accommoder tous les autres clients, ils avaient leur entrée, on les envoyait tout de suite dans leur chambre. Et on était par deux dans les chambres, et le premier qui était sous la douche, il faisait pas de concession, c'était hors de question de se dépêcher pour l'autre il avait qu'à attendre. Elle est divine, cette douche-là. Tu sais, c'est ça qui est intéressant, c'est de te dire, en fait, qu'est-ce qui fait vraiment plaisir dans la vie? Allez, si je t'offre un hôtel 5 étoiles à Paris, bon, c'est super d'être dans le luxe, mais je pense que moi j'ai apprécié plus ma douche après quelque chose de très très difficile que n'importe quel hôtel de luxe. Bien sûr. Et au bout de 5 fois dans une nuit d'hôtel de luxe, bon voilà quoi, ça devient voilà. Alors que vas-y, va dormir pendant 3 jours sous la pluie, tu rentres et t'es près d'un petit feu là, tu te prends du thé sympa et tu te réchauffes. C'est tout l'or du monde, ça. Ouais, t'es un roi. Ouais, tout à fait. C'est tellement d'accord. Quel est l'échec, le fail qui t'a le plus appris? Dans ma vie ou dans mes aventures? Ah, c'est toi qui choisis. Je pense que mon divorce, c'était le plus dur. Dans ma vie personnelle. Parce que c'était un tremblement de terre. Voilà. Mais comme toutes les difficultés, il faut renaître. Et puis, il faut se rechoisir de nos objectifs, etc. Après, dans mes aventures, mon premier échec, j'ai fait une tentative de partir comme j'en ai parlé juste avant, de Californie. Et puis au bout de 6 jours, en fait, malgré le fait que je pensais être prêt, non, j'étais pas prêt. Alors là, tu te remets en cause, tu dis, comment est-ce que je peux être prêt? Est-ce que vraiment les gens qui disaient qu'avec ce petit bateau, j'allais jamais réussir, est-ce qu'ils ont raison? Et puis tu dis, je ne vais pas les écouter, je sais que je vais réussir. Donc tu te remets en cause et puis tu renais encore une fois en y croyant. Et puis la vie en fait a cette chose fantastique de te dire qu'en fait tu peux réussir, il suffit d'y croire, continuer. Si je demandais à ton meilleur ami 3 qualités qu'il te trouve, qu'est-ce qu'il dirait? Je sais pas, drôle. Non, mais moi j'aime bien pas de blague belge, hein. Non. Attends, en étant lillois, c'est vrai que je pense. Ouais, il faut pas se vanter. Non, mais c'est une certaine énergie que j'aime rapporter, comme je disais tout à l'heure. Voilà, ça, et puis
Ouais, je veux pas de chichi, je suis pas compliqué. On va dire, allez, ça fait 2, ça suffit. Ah ouais, ça sera bien, ça sera bien. Bon, il peut trouver certains défauts aussi, Il je faudra sais lui pas. demander, ouais. Ouais. Parfois, souvent, les aventuriers sont têtus. Et pour le bon, donc ça veut dire ils seront résilients, ils abandonneront pas facilement, mais pour le reste, bon voilà, ils seront têtus. Voilà, C'est exactement. souvent. Tu confirmes? Ah oui, c'est sûr. On te met dans le même club? Allez. Bah, tes points forts sont tes faiblesses aussi, on est d'accord. Bien sûr, bien sûr. Et le succès dont tu es le plus fier, ça demande de définir ce qu'est le succès pour toi. Ah, mais je pense que c'est cette traversée du Pacifique, hein, même avant celle de l'Atlantique, qui était peut-être plus dure, plus récente, mais le Pacifique, c'était... En fait, c'est parti d'une croyance que je pouvais le faire, même en étant un gars normal, tu vois. Mhm. Et en fait, je me souviens voir la Terre, la veille de l'arrivée, et je disais en anglais, I knew it, je le savais. Et en fait, c'est la réalisation d'une ambition. En fait, quand on fait un projet, pareil, on pense toujours qu'un projet, c'est une étape 1, puis une étape 2, puis une étape 3, les unes qui se suivent au niveau linéaire. Mais en fait, c'est vraiment comme un pulse, où il y a que toi qui as l'image dans la tête de ce que tu vas faire comme pulse. D'accord, alors tu prends une pièce, tu mets une deuxième pièce, au début tu vois rien, mais tu crois, tu penses que tu peux voir, et au fur et à mesure tu vois quelque chose, et quand tu arrives à faire ce que tu avais pensé, ça veut dire que ça y est, t'as l'image du pulse qu'il a, et les gens peuvent finalement voir ce que toi tu savais dans ta tête. Et quand je disais I knew it, je le savais, c'était simplement que je voyais le pulse, et j'y avais cru, et j'ai réussi. Donc là, ouais, c'est une grosse satisfaction. Ah, ça y est, j'ai trouvé la dernière pièce. Ça y est. Ouais, je le savais. En place. Au cours des 5 dernières années, c'est quoi le nouveau mindset qui a le plus amélioré ta vie? Parce que toutes ces aventures, c'est des leçons en permanence. Ouais. Bah, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des expériences de vie où il y a un avant et un après. Mm-hmm. Et qu'en fait il faut les chercher ces expériences de vie, parce que moi ma traversée du Pacifique, il y a vraiment un avant, il y a vraiment un après. Là, mes valeurs, elles étaient les mêmes, mais simplement je les vis avec une intensité plus grande. Et l'investissement de 3 mois sur l'océan, bon bah quand j'y étais c'était perdu, hein, c'était 13 semaines de suite. Allez, il me reste encore 4 semaines à faire. Tu vois, tout ce que tu fais en 3 mois sur Terre, et moi tout ce que j'ai fait c'est simplement de ramer jour après jour. Donc ça paraît tellement long, mais à l'échelle de ma vie, tu vois, j'avais 46 ans, 3 mois, finalement, c'est pas grand-chose. Et en fait, ça a formaté ma façon de voir pour les 45 prochaines années de ma vie. Donc, c'est des expériences de 3 mois qui sont clés, et ça, il faut les vivre. Et j'invite ceux qui écoutent à dire quelles sont ces périodes qui ont été clés, et peut-être d'essayer d'en refaire d'autres qui permettent d'avoir un avant et un après. D'accord, à chacun sa retraite, de lire dans Retreat. Ouais. Il n'y a pas que les monastères, quoi. Il y a l'océan aussi, c'est bien, il y a de la place pour tout le monde, on peut tous y aller demain. Quels sont les ingrédients pour vivre ses rêves? On en a plus ou moins parlé. Il faut le sentir. Alors déjà, il faut le sentir dans le corps, il faut le sentir dans ses tripes, il faut que ce soit cette énergie, en fait, d'abord c'était un petit étincelle, et en fait il faut la nourrir pour que ça devienne un feu. Et alors à partir du moment où c'est un feu, là c'est bon, c'est parti quoi. Après il faut faire attention de le protéger pour pas que les autres ou l'influence de la société nous l'éteignent, ce feu, parce qu'en fait c'est à partir de ce moment-là où on l'écoute qu'on arrivera à le faire. Et en fait ces passions, à partir du moment où on les écoute, il n'y a pas vraiment de sacrifice à faire. Bon, moi j'en ai fait des difficultés. Ouais, je travaillais pendant 2 ans pour pas prendre toutes mes vacances pour pouvoir partir 3 mois, mettre de l'argent de côté pour pouvoir acheter le bateau, fabriquer le bateau. Tout ça c'est des sacrifices, mais ça devient plus des sacrifices à partir du moment où tu le ressens vraiment. Tu vois. Et donc c'est ça, en fait, c'est en gros suivre ses passions, c'est sentir ce feu et puis l'écouter, le suivre. Ok. Est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire? Alors oui, alors c'est long, alors je l'ai en anglais. Vas-y en anglais. C'est follow your highest excitement to the best of your ability with no insistence of the outcome. Donc ça veut dire suis ce qui t'excite le plus, fais-le de la meilleure façon possible, sans insistance sur le résultat. Voilà. Excellent. À partir du moment où en fait tu as une décision à faire entre 2 choses,
qu'est-ce qui t'excite le plus? Et allez, va, suis ça. Tu fais de ton mieux. Et sans insistance de résultat. Comme ça, de toute façon, t'es content. Voilà. Donc toi, tu dis la décision, le raisonnement c'est bien, mais l'instinct c'est quelque chose de sous-estimé pour toi, sous-évalué, l'instinct, suivre son instinct. En fait, l'instinต์, tout le monde l'a. Il faut après, est-ce que oui, tu le mets en perspective? Voilà. Ouais, voilà. Il y en a très peu qui le suivent. Hein. En général, ce n'est accepté que chez les leaders d'entreprise ou quoi. Si t'es à un autre poste, on te dit non, attends, étudie tes chiffres plutôt. Mais le gut feeling, l'instinct, vraiment, c'est quelque chose pour toi qu'on devrait suivre plus. Hein. Enfin, je pense. Enfin, moi, ça a marché pour moi. Et la raison. C'est quoi cette citation? Le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas. C'est tout à fait ça. C'est voilà, l'instinct a ses raisons. Et si tu l'écoutes, en fait, il y a une satisfaction instantanée qui est tu te sens bien tout de suite parce que tu as suivi cette force, tu vois, qui est déraisonnable. Et c'était, je crois que c'est Jacques Brel qui disait ça, que en fait, il faut suivre ses rêves, surtout s'ils sont déraisonnables. Sacré Jacques Brel, il y en a dit de belles choses, ouais. Et toi, tu te souviens quand t'as décidé de te lancer comme ça dans ces grands projets, ce qui a justement allumé ces petites étincelles, tes éléments? Oui, c'est l'inspiration, moi c'est surtout les bouquins ou d'autres aventuriers. Il y a le kayakiste qui s'appelle Ed Gillette qui a traversé le Pacifique, de Californie jusqu'à Hawaï. J'ai lu son bouquin et lui il avait un cerf-volant et j'ai trouvé mais c'est fantastique. Et en fait, le déclic c'était quoi? C'était simplement me permettre de croire que moi j'aurais pu le faire. En disant, tiens, j'ai fait la traversée en bateau à rame d'aviron. Est-ce que si je prends toutes les connaissances que j'avais et je peux le faire en kayak, alors là, j'ai réussi à le contacter, je l'ai rencontré, j'ai lui écouté tous les podcasts qu'il a fait, lu ce bouquin, et puis après, de fil en aiguille, t'écoutes les autres gars qui ont fait des traversées à kayak, pareil, tu les appelles, tu leur parles, et puis tout à coup, tu te dis, voilà, moi j'aimerais bien le faire. Est-ce que vraiment c'est quelque chose que j'ai envie de faire? Allez, let's go. Et les moments de doute, alors, comment tu l'as dépassé en revenant sur... Et si je le faisais pas, qu'est-ce que ça ferait ou... Non, mais en fait, il y a pas vraiment de doute. Je pense que il y a des difficultés, il y a des barrières, mais moi, comment est-ce que je fais pour les supérer? Et puis, si jamais je réussis pas, c'est pas très grave. Ouais. Dédramatiser aussi se détacher du résultat, quoi, comme le disait ta citation. Ouais. Extra. Ton actualité du moment et tes projets futurs. Je crois qu'il y a des projets de livres et de documentaires, si je me trompe. Ouais. En fait, c'est quelque chose qui est pas de ma nature d'écrire un bouquin, donc c'est pas facile. Ce que je voudrais, c'est écrire un livre qui soit différent, pour laquelle j'arrive vraiment à mettre mes émotions. Et donc, ce qui est un peu difficile, c'est j'ai 1 heure de temps pour écrire le bouquin. Les 15 premières minutes, j'essaie de me remettre dans l'idée que j'ai envie d'écrire, retrouver l'émotion que j'avais vécue. Et puis, quand je commence à écrire, je me dis, en fait, c'est pas bon. 3/4 d'heure d'écrire des mots sur l'ordinateur. Et puis, ça y est, le temps est fini. Donc, le bouquin, c'est peut-être une difficulté. Je vais continuer. J'aimerais bien faire un TED Talk, une conférence TED qui pourrait être intéressante. On trouver le sujet qui soit vraiment décalé, qui soit vraiment différent, qui apporte quelque chose de nouveau, une façon de penser nouvelle. Ne soyez pas une algue pourrie. Voilà. Bon titre. Un documentaire, parce que j'ai tout filmé en GoPro, donc ça, j'aimerais bien le faire. Et pour l'instant, moi, je fais des conférences en entreprise, j'aime bien partager la passion. Et puis, l'aventure, elle viendra. C'est tout neuf, en fait, mon arrivée, ça fait 1 mois. Donc, je me laisse le temps de rebondir, je veux pas rebondir tout de suite, parce que c'est un peu le défaut des aventuriers, de se dire, je me sens pas super bien, tu vois, tu peux avoir un peu le blues quand t'arrives. Ouais. Voilà, exactement. Et donc, je me donne le temps de me ressentir motivé. Et je pense pas que ce sera sur l'eau, a priori. Ce sera peut-être sur terre, une autre chose. Et puis, ça viendra quand ça viendra. Alors, si on veut te suivre, où est-ce qu'on peut te retrouver? Dis-nous tout. Alors, il suffit de trouver, de réussir à mettre mon nom avec les bonnes orthographes. Mais Cyril Desremeaux, il y en a qu'un seul dans le monde. Donc, il y a tout. Si tu me trouves pas avec tout ce qui est intelligence artificielle, c'est pas possible. C'est comme pour Storylific, c'est d'abord le Y et après on met les... Voilà, c'est ça. Donc, Cyril Desremeaux sur ce que tu veux comme recherche. Et puis, normalement, tout va arriver. Hein. J'ai tellement de sites internet, j'étais pas mal dans la presse. Après, le lien sur les réseaux sociaux, c'est facile à trouver. Oui, t'aimes bien les réseaux, tu es actif, c'est un bon endroit où tu je suis actif, je change ma participation, j'essaie de moins être consommateur et de plus juste de les mettre du contenu, parce que simplement ça me bouffe des journées. Je me lève du téléphone, ça fait une demi-heure que je suis dessus, je sais pas ce que j'ai fait. Donc tu vois, un peu comme tout le monde, j'ai cette bataille. On se perd dans le rabbit hole. Voilà.
Bah écoute, un énorme merci pour ton temps ce matin pour toi. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je n'ai pas regardé combien de gens étaient avec nous pour ne pas me déconcentrer. J'ai pas encore l'habitude de l'exercice. Donc en tout cas, merci à ceux qui sont là. Et bien, grand plaisir de continuer à suivre tes aventures. Ouais. Tiens-moi au courant pour le livre et le documentaire en tout cas. Ouais, et puis la vie est une aventure. Il faut la vivre. Merci à Cyril de m'avoir contacté par un froid matin de novembre pour m'annoncer sa traversée. Cela a été un plaisir de le suivre. Pour vous aussi, je l'espère, au travers de cet épisode. Et comme toujours, je vous mets tous les liens pour retrouver Cyril. Et ils sont nombreux, tant mieux, parce qu'on va pouvoir continuer à rêver. Donc, sur la page de l'épisode, sur le site web de Storylific, le lien vers cette page se trouve ici dans les notes. Pour ceux qui suivent Storylific, épisode par épisode, d'abord merci infiniment. Et ensuite, je vous avais annoncé la sortie de l'épisode avec Odyssée Orient. Il sera bien sur Storylific, mais les baroudeurs de cette aventure sortant leur documentaire sur YouTube en juin, on sortira l'épisode à ce moment-là. Vous n'aurez plus qu'à plonger dedans si l'épisode vous plaît. Et ce report m'a permis de vous proposer l'aventure encore toute fraîche de Cyril, donc tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Au moins sur le podcast, c'est déjà ça de prix. Comme toujours, évidemment, je termine en vous demandant de faire un petit geste tout simple qui fait un monde de différence pour le podcast. Si cet épisode t'a plu, parle-en autour de toi, car plus il y a d'oreilles, plus on plante. Un grand merci d'avance et à bientôt. L'argent, plus que... en fait, ce que la société nous dit de faire. Alors, tu vas avoir un choix. Soit tu rases la barbe, soit tu écartes le micro. Ah, ok. Ça gratte. C'est bon, là. J'ai la question d'Amandine pour toi, ma petite fille de 10 ans. Je devrais peut-être arrêter de dire petite fille parce qu'il y a quelqu'un qui dit « mais je croyais que t'étais beaucoup plus vieille, parce que je croyais que t'étais petits-enfants. » Tu vois, non, je ne suis pas grand-mère. Bonjour Cyril, as-tu vu beaucoup d'animaux marins? Ah non, ça c'est la deuxième, ce sera pour après. Bonjour Cyril. Non. Bonjour Cyril. Ah bah mais c'est pas possible. Ah, elle l'a fait 2 fois parce qu'elle était pas contente du son, c'est pour ça que je... Elle est comme sa mère. Ton avis traverser l'Atlantique en kayak, ça prend combien de temps, Amandine? T'as une idée? 17 jours. 17 jours, je crois que c'est un petit peu plus. Toi, tu te verrais pagayer pendant plus de 2 mois pour traverser? Non. T'aimerais un jour faire une aventure, toi? Oui. Qu'est-ce que tu aimerais faire comme aventure? Peut-être le tour du monde. En comment? En bateau. En bateau? Génial, ça va plaire à papa.